Elle fut déclarée morte par son propre général, son nom rayé du tableau de mission, son escadron pleurant une camarade tombée au combat. Mais alors que le soleil saignait à l'horizon, un son s'éleva au loin, tel un tonnerre teinté de défi. De la fumée émergea l'oiseau le plus laid et le plus robuste du ciel. Un Addis Warthog cabossé, rampant vers sa base, les ailes déchiquetées, criblées de trous, son moteur toussant mais vivant, transportant la pilote que personne ne croyait avoir survécu. Avant de plonger dans ce récit incroyable, digne de la réalité, fait de crainte, de loyauté et de ce courage que seuls les guerriers du ciel possèdent, appuyez sur s'abonner, explosez ce bouton suivre et ne clignez pas des yeux. Car une fois que cette histoire décollera, vous sentirez le rugissement dans votre poitrine et vous ne voudrez plus atterrir avant le tout dernier mot. La guerre du désert durait depuis des mois, réduisant les machines en poussière et les hommes en fantômes. Et pourtant, c'étaient souvent les machines qui revenaient plus balafrées que leurs pilotes, en particulier l'Addis Thunderbolt II. Le Warthog laid comme un péché, mais construit comme un chevalier médiéval enveloppé dans une armure. Dans la base opérationnelle avancée, en plein territoire hostile, le Major Rebecca Havoc Lane s'attachait dans son jet tandis que le brouhaha de la radio remplissait son casque de fragments de mauvaises nouvelles concernant des convois ennemis pressant durement les lignes alliées. La voix de son général, tranchante comme un marteau, ordonna à son escadron de décoller et de tenir le point d'étranglement de la vallée à tout prix. L'oiseau de Rebecca avait déjà été touché 2 fois la semaine précédente. Sa baignoire en titane était rapiécée et ses ailes couvertes de plaques rivetées qui ressemblaient plus à des cicatrices qu'à des réparations, mais elle lui faisait confiance comme à un frère d'armes. Alors que les moteurs rugissaient avec ce grognement emblématique, l'équipe au sol frappa le fuselage comme pour lui donner une dernière bénédiction. La mission était censée être simple. Voler bas, détruire la colonne blindée menaçant de percer, puis se retirer avant que la défense aérienne ennemie ne puisse les déchiqueter. Mais comme tout pilote de combat le savait, aucune mission ne restait simple une fois que la première balle fusait dans le ciel. L'escadron de 4 A-10 de Rebecca plongea dans la vallée au lever du soleil, leurs ombres fendant le sol du désert comme des oiseaux de proie. Les premières salves de roquettes illuminaient déjà l'horizon. Des chars ennemis explosaient en fontaines de fumée et de feu. Mais soudain, tout bascula. Des tirs d'embuscade provenant de batteries d'artillerie cachées et des missiles solaires fusaient vers le haut comme des lances venues de l'enfer. La formation se dispersa, son ailier fut déchiqueté en quelques secondes. Un autre appareil s'éloigna en boitant, traînant de la fumée, laissant Rebecca seule pour couvrir les troupes au sol amis en retraite, qui hurlaient déjà pour un soutien aérien, alors que leurs véhicules étaient transformés en squelettes brûlants. Elle vira, mitrailla, déchaîna le tristement célèbre canon GAU Avenger du Warthog. Le son même de celui-ci faisait trembler la terre comme un tambour des dieux, déchirant l'acier et le blindage avec une précision impitoyable, gagnant du temps, sauvant des vies, mais peignant aussi une cible si grande sur elle-même que chaque canon dans la vallée se tourna vers le ciel. Et tandis que les alarmes hurlèrent dans son cockpit, elle sut qu'elle avait franchi la ligne entre le devoir et la survie. Le point où le général, observant sur l'écran satellite, secouerait déjà la tête en murmurant les mots qu'aucun pilote ne veut jamais entendre. Qu'elle était abattue, qu'elle ne reviendrait pas. Le champ de bataille était le chaos incarné. Une tempête vivante de feu et de poussière où l'Addis de Rebecca griffait le ciel pour chaque seconde de survie. Les alarmes stridentes, les systèmes hydrauliques gémissants, l'odeur d'électronique brûlée s'infiltrant dans son masque à oxygène alors qu'elle forçait l'appareil à descendre plus bas, rasant le terrain pour échapper au verrouillage radar qui crissait sur son écran. Des missiles passèrent si près qu'elle pouvait presque voir les inscriptions peintes sur leur carcasse, l'un explosant juste à côté de son aile droite et criblant son fuselage d'éclats qui déchirait le métal et les câbles, mais laissant son cœur martelé à l'intérieur de la coque en titane. Et pourtant, elle volait encore, elle mitraillait encore, son canon dévorant les positions d'artillerie ennemie jusqu'à ce qu'elle soit presque à court de munitions. Son escadron avait disparu, dispersé ou en flammes. La radio était saturée de crachotements et d'appels paniqués pour des évacuations médicales et un soutien aérien. Mais Rebecca ignora tout.
hyper concentrés sur le fond de la vallée en contrebas, où l'infanterie alliée était retranchée dans des positions désespérées, clouée au sol par des véhicules blindés qui poussaient plus fort chaque minute. Leur survie dépendait de sa machine LED et cabossée. Elle tira fort sur le manche, sentant une résistance comme si le Warthog lui-même criait de douleur. Mais l'oiseau obéit, effectuant un large virage pour une autre passe de mitraillage. Les obus déchiquetèrent une ligne de véhicules de transport de troupes blindées ennemies qui éclatèrent comme des boîtes de conserve sous un marteau, sauvant une autre poche de soldats alliés qui hurlèrent leurs remerciements dans les communications, leur voix brisée par l'incrédulité que quelqu'un les couvrait encore. Pourtant, dans le centre de commandement, à des kilomètres de là, le général qui suivait sa télémétrie regardait en silence sinistre alors que ses signes vitaux clignotaient en rouge sur le moniteur, son altitude chutant de manière erratique, le carburant fuyant, un moteur crachant de la fumée. Et avec une finalité lasse, il fit la déclaration à son état-major et au commandement interarmé. Avoc est abattu, nous l'avons perdu. Une phrase qui résonna dans les registres alors même qu'elle se battait encore au-dessus de la vallée. Et lorsque ce rapport parvint à ses compagnons pilotes, dont certains boitaient déjà pour rentrer à la base, ce fut comme une lame plantée dans la poitrine, la pleurant alors qu'elle faisait encore saigner l'ennemi. Rebecca elle-même ne savait pas qu'elle avait été officiellement déclarée perdue, mais elle en sentait l'inévitabilité à chaque fois que son cockpit tremblait sous un nouvel impact, à chaque fois que ses instruments s'éteignaient comme des étoiles mourantes. Et pourtant, elle continua jusqu'à ce qu'un missile finisse par faire mouche, percutant sa queue avec un fracas assourdissant. Le Warthog bascula violemment, les alarmes hurlant plus fort que des oreilles humaines ne pouvaient le supporter. Le métal grinçait alors qu'elle luttait avec le manche à deux mains, son corps projeté contre les sangles assez fort pour lui meurtrir les côtes, le sol se précipitant vers elle si près qu'elle vit les dents acérées des rochers en dessous. Pourtant, par pure volonté et instinct, elle réussit à stabiliser l'appareil. L'oiseau toussait, saignait, mais n'était pas mort, pas encore. Et à cet instant, quelque chose de primal surgit dans sa poitrine. Un défi aussi vieux que la guerre elle-même. Une voix dans sa tête gronda. Pas aujourd'hui, pas comme ça. Alors, elle orienta sa machine brisée de nouveau vers la vallée. Une aile cassée traînant, les systèmes hydrauliques perdant du fluide comme du sang, parce qu'elle refusait de laisser les hommes au sol mourir sans sa dernière once de combat. Elle effectua une dernière passe de mitraillage, les canons crachant jusqu'à être vides, les roquettes parties, la peau même de son jet flottant lâchement dans le courant d'air. Puis elle grimpa, lentement, douloureusement, gagnant de l'altitude avec un seul moteur en bon état. Chaque seconde était un pari, les tirs ennemis continuant de cribler son fuselage, jusqu'à ce que, finalement, l'horizon bascule et qu'elle soit libérée de la zone de mort. Son jet était percé de tant de trous qu'il ressemblait plus à une passoire qu'à un avion, mais volait toujours, d'une manière ou d'une autre, se traînant vers le nord, vers la Bayas. Son corps tremblait d'adrénaline et d'épuisement, la sueur piquant ses yeux, les mains crispées sur les commandes comme si elles y étaient soudées, ignorant que de retour au centre de commandement, son général parlait déjà aux journalistes de son sacrifice, la croyant morte. Tandis que la vérité rugissait à travers le ciel du désert, un A-10 déclaré abattu, mais défiant la mort, se traînait vers la maison par pure volonté et par la force de l'acier. Le soleil déclinait lorsque l'A-10 de Rebecca boitait vers le nord, son ombre vacillant sur le désert comme un prédateur blessé. Une aile traînant plus bas que l'autre, de la fumée s'échappant derrière elle comme une bannière funéraire. Et chaque kilomètre semblait durer une éternité alors qu'elle persuadait la bête estropiée d'avancer, sachant que les chances d'atteindre la base étaient aussi minces que les câbles effilochés de ses systèmes de contrôle. Le cockpit était une symphonie de voyantes d'alerte, des clignotements rouges en cascade sur son tableau de bord comme des étoiles mourantes. L'alarme de bas niveau de carburant pulsait à ses oreilles comme un cœur comptant les secondes jusqu'à la mort. Et pourtant, elle continuait, car abandonner n'était pas dans son sang, pas après ce qu'elle avait vu au sol, pas après que les hommes qu'elle avait sauvés aient hurlé son indicatif d'appel dans les communications avec une gratitude désespérée. Ce que Rebecca ignorait, c'est que sa mort était déjà devenue une nouvelle à la base opérationnelle avancée, où le général l'avait annoncé comme tué au combat à l'escadron.
Les pilotes baissaient la tête en silence. Certains juraient à voix basse, d'autres murmuraient des prières. La base entière consumée par l'acceptation sinistre que Havok était tombé en combattant. Mais alors, un jeune opérateur radar, à peine âgé de 20 ans et encore novice, repéra un retour faible et vacillant sur son écran, quelque chose qui rampait sur l'écran comme un fantôme. Trop lent, trop irrégulier, trop impossible pour être un avion. Et quand il le signala, les officiers supérieurs l'écartèrent comme étant des débris ou du brouillage électronique, refusant de croire au miracle. Pourtant, l'opérateur persista, le suivant, le marquant, jusqu'à ce qu'un technicien fasse une vérification croisée et murmure: C'est elle. Je le jure devant Dieu, c'est son transpondeur. Et soudain, le centre de commandement se figea, les visages pâlissants, les yeux se tournant vers le général qui venait de l'enterrer quelques minutes plus tôt. Mais Rebecca n'entendit rien de tout cela. Elle était trop occupée à lutter contre les éléments, sa verrière fissurée et vibrant dans le courant d'air, sa combinaison de vol humide de sang à cause d'une coupure sur sa tempe, ses mains engourdies par les vibrations qui secouaient le manche, son esprit vacillant entre une concentration cristalline et le bord de l'inconscience alors que l'épuisement s'installait. Mais chaque fois que ses paupières s'alourdissaient, elle se forçait à rester éveillée avec le souvenir de ses ailiers perdus, de ses camarades au sol, du serment qu'elle avait prêté de ne pas céder sous le feu. Et puis l'ennemi revint, car le désert n'a aucune pitié. Des échos radars s'allumèrent sur ses écrans. Deux intercepteurs hostiles dépêchés pour finir ce que les missiles et l'artillerie n'avaient pas réussi à faire. Des chasseurs élancés qui réduisirent rapidement la distance, leurs missiles déjà armés. Et Rebecca savait qu'elle ne pourrait pas les distancer dans son Warthog cabossé. Pas avec la moitié de ses surfaces de contrôle déchiquetées et un moteur à moitié mort. Alors, elle fit la seule chose qui lui restait. Elle plongea bas, rasant le sol du désert à hauteur de la cime des arbres, utilisant les canyons et les crêtes comme couverture. Les chasseurs hurlaient au-dessus d'elle comme des vautours tandis qu'elle jouait sa dernière carte. Le refus obstiné de l'Hadis de mourir. Sa capacité à voler là où rien d'autre n'osait s'aventurer, rampant à quelques centimètres du sol tandis que les missiles ennemis passaient au large, trompés par ses mouvements erratiques dans le terrain. Elle sentit chaque secousse alors que la carcasse meurtrie encaissait encore plus de coups, sentit la peau de l'oiseau se détacher. Mais d'une manière ou d'une autre, elle les évita, se traînant de plus en plus près de l'espace aérien allié. Et quand l'un des chasseurs vira trop brusquement, la poursuivant dans un canyon dont il ne put sortir, elle regarda avec une admiration sinistre alors qu'il s'écrasait contre la paroi rocheuse dans une explosion de feu, ne laissant qu'un seul chasseur sur ses talons. Ses munitions étaient épuisées, ses systèmes grillés. Pourtant, l'esprit en elle brûlait plus ardemment que n'importe quelle arme. Et avec une manœuvre désespérée, elle fit rouler le Warthog estropié sur le côté, frôlant une paroi de canyon de si près que des étincelles jaillirent de son bout d'aile, forçant le chasseur poursuivant à décrocher avant de s'écraser, lui achetant les quelques secondes nécessaires pour franchir la ligne invisible vers le ciel ami. À ce moment-là, elle pouvait voir le faible scintillement de la piste d'atterrissage de sa base au loin, bien que cela semblât être un mirage. Ses commandes répondaient à peine. Une roue refusait de se déployer, les systèmes hydrauliques se vidant complètement. Et alors qu'elle contacta la base par radio, la voix brisée, le souffle court, le silence à l'autre bout fut assourdissant, parce que la tour de contrôle la croyait morte, son indicatif d'appel effacé du tableau. Et maintenant, sa voix traversait les communications comme un fantôme revenu d'entre les morts. Avant qu'on approche, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Des ondes de choc traversèrent chaque âme sur la base. Les équipes se précipitèrent pour préparer les véhicules d'urgence. Les pilotes inondèrent la ligne de vol pour assister à l'impossible. Le général lui-même, figé d'incrédulité, voyant la pilote qu'il avait déclarée abattue rentrer à la maison par pure défiance et par la force de l'acier. La base devint silencieuse alors que l'Hadis mutilé de Rebecca se traînait en vue, boitant sur un seul moteur en bon état, de la fumée s'échappant comme une bannière de défi. Sa peau était criblée de trous si larges qu'on pouvait voir la lumière du jour à travers les ailes. Les équipes d'incendie et les médecins bordaient la piste. Tout le monde retenait son souffle alors qu'elle posait la bête, dérapant brutalement, des étincelles jaillissant alors qu'un train d'atterrissage s'effondrait.
Le jet grinça sur le béton avant de s'immobiliser dans une gerbe de poussière et de mousse anti-incendie. Pendant un instant, personne ne bougea, craignant qu'elle n'ait pas survécu, jusqu'à ce que la verrière s'ouvre d'un coup et que Rebecca s'extirpe, ensanglantée, épuisée, mais vivante, levant un poing tremblant en l'air alors que toute la base éclatait en acclamations. Hommes et femmes criant son indicatif d'appel comme un cri de guerre. Avoc! 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 Et le général, le même homme qui l'avait déclaré abattu, se tenait là, figé, humilié par la vue de sa pilote revenant d'entre les morts, l'oiseau le plus laid du ciel prouvant une fois de plus pourquoi il était tant aimé et pourquoi les guerriers comme elle ne devaient jamais être considérés comme perdus tant que le combat n'était pas vraiment terminé.